Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est le retour d'iWeek sur Watch TV après ce bon break estival qui nous a fait du bien. On avait besoin de recharger un peu les batteries après cette folle saison que vous avez vécue avec nous jusqu'au début juillet. Voilà, on a bien pris le soleil, on a bien rechargé les batteries et on est prêt pour attaquer avec vous cette troisième saison d'iWeek, toute l'actu Apple en live, ce rendez-vous hebdomadaire qu'on vous donne avec la bande très ouverte d'iWeek, et je suis très heureux de revoir tous ces visages familiers. Alors, je vous dis d'abord à tous un grand bonjour, salut les amis. Hello. Hey. Bonjour Benjamin. Ah, c'est vraiment chouette de vous retrouver. On va vous dire bonjour les uns après les autres. Alors, on va commencer par celui qui n'a pas vraiment décroché pendant l'été. C'est toi, Teddy. Salut. Salut Benjamin, salut tout le monde. Ouais, c'est vrai que sur My Teddy Land, l'actualité a continué tout l'été, aussi dans l'école des fanboys, puisqu'on a enregistré deux autres numéros, dont un avec Pépé Garcia qui est en ligne depuis quelques jours. Donc moi, les vacances, en fait, elles démarrent maintenant. Voilà, je fais une parenthèse dans mes vacances pour être avec vous ce soir. Voilà. L'école des fanboys, c'est ce podcast que tu as créé avec notamment Mathieu Dos Santos, que vous allez retrouver dès la semaine prochaine, lundi 20h en direct pour Andromag. On ne devrait pas le dire ici, mais c'est l'équivalent d'iWeek dédié à l'écosystème Android. Et tu sais ce que j'aimerais faire très bientôt sur Watch, c'est proposer l'équivalent pour les environnements Windows. Je sais que voilà. Tu fais une mensuelle, voire une annuelle. Je peux éventuellement te prêter Julien Debré, si tu veux. Voilà. Que tu connais, parce qu'il a fait ses débuts dans l'émission où toi tu étais venu comme invité et tu as pu juger de son talent. Absolument. Bah écoute, tu sais qu'on peut en reparler parce que c'est un des projets qu'on a dans les cartons sur Watch. L'idée, c'est vraiment de. Tu fais un programme court, hein. Qu'est-ce que tu dis? Tu fais un programme court, pas plus. Voire très court, c'est ça? Ça va être compliqué de faire un programme. Non, sérieusement, tout le monde a sa place et tous les environnements ont leur place, tous les utilisateurs ont leur place sur Watch TV, qui est vraiment qui a vocation à être la chaîne high-tech et loisirs de tout le monde, et notamment de toi, Guillaume Jette. Ah, bonjour, salut. Salut. Hello. Bon, tu vois, l'été a passé, tu es toujours un peu bas dans l'image, mais c'est pas grave. Je vais me redresser. Ah, voilà, c'est parce que tu n'oses. Mon siège est trop ergonomique, donc du coup, il m'assied des dents un peu trop. Tu n'osais pas nous montrer tes pectoraux nouveaux, c'est ça? Oui. Hein? Absolument. Ça, c'est incroyable. J'ai fait du sport tout l'été, voilà ce que ça donne. Puisque tu as un t-shirt de boxeur. Non, c'est un t-shirt Daring Fireball. Enfin, ah oui. Tu connais pas? Mais bien sûr, mais je voyais pas le bas. Ça ressemblait vraiment à un t-shirt de boxeur, je t'assure. Bah oui, voilà. Bon, salut Guillaume, c'est très chouette de te retrouver avec la bande d'iWeek. Est-ce qu'on vous a manqué autant que vous nous avez manqué? Oh oui. Ah, Élie. Oh, oui. Salut Élie. Oui. Bonjour Benjamin, ça va? Du côté de Nice, ouais, ça va très bien. Ça fait bizarre de passer autant de semaines sans se voir, non? C'est vrai, absolument. Mais on a un scoop pour lancer la saison 3 avec Teddy, tu vas voir. On a décidé de contrer la puissance maléfique de Mario, et regarde, pour la saison 3, on lance... Excellent, les gars. Le retour des mignons. Oh non, pas eux. Oh non, alors. Non. Bon, je me casse, salut. Voilà. Au revoir. Bon. Au revoir. Bon, le temps qu'on s'adapte au nouveau format, vu qu'on ne sera plus 5 mais 4, quand même, Élie, je vais rappeler que tu es revendeur Apple à Nice et à Cannes, à MCS, évidemment. Et puis, alors, on va rien dire tout de suite, mais tu as un vrai scoop pour un peu plus tard dans l'émission. Absolument. Et un vrai scoop. On va en parler tout à l'heure. Un vrai scoop que vous n'avez encore vu nulle part ailleurs, donc restez avec nous. Et puis, on est aussi très heureux de te retrouver. Toi qui es en bas à droite de l'écran, c'est évidemment l'une des figures d'iWeek, c'est Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien, c'est vraiment un plaisir de te retrouver. Quoi de neuf pour toi en cette rentrée? Est-ce que tu as passé un bon été? Oui, on était remarquable. Faire de la pâtisserie, je ne sais pas si ça se voit. Sinon, tu as fait de la pâtisserie? Ravi de vous retrouver. Tu as fait de la pâtisserie?
Excuse-moi, j'ai pas capté. Tu as fait de la pâtisserie, c'est ça que tu dis ? Oui, tout à fait. Ah bon ? C'est quoi tes spécialités ? Je fais du reverse engineering sur un truc qui s'appelle le fondant baulois et un certain nombre d'autres pâtisseries. D'accord. Donc tu as essayé de comprendre des recettes secrètes, c'est ça ? Voilà, essayer de les refaire et de les décomposer. Bon, si vous avez la même démarche pour la sauce de l'entrecôte, je suis preneur aussi. Ça a été, moi, un de mes sujets de réflexion quand j'étais pas sur l'actu Apple. Voilà, bon, on a essayé de sortir un petit peu du cadre pendant quelques instants. On va évidemment y retourner... pas plus tard que tout de suite. Juste avant, quand même, un petit rappel. Vous le voyez en bas de l'écran, le hashtag n'a pas changé, iWeekTV. Alors d'abord, envoyez-nous tous vos messages de joie, de bonheur pour fêter cette rentrée et ce retour d'iWeek. Et puis, je prolonge à l'antenne la question que je vous avais posée la semaine... Enfin, pas la semaine dernière, il y a quelques heures sur Twitter. Si vous avez envie qu'on agrémente, qu'on enrichisse l'émission avec des rubriques en particulier, envoyez-nous des messages avec donc le hashtag de l'émission. Et on va faire un gros brainstorming d'ici la semaine prochaine et on essaiera au maximum de répondre à vos attentes. Voilà, vous êtes prêts ? Tout dans la corbeille. Tout est on a un appel à lancer, Benjamin, si tu permets. Ah bah alors vas-y Gilles, je t'en prie. S'il y a des filles qui sont compétentes ou qui se sentent la fibre pour venir intervenir sur iWeek, on se disait qu'on n'était pas très diversité. Bah oui, c'est ça. Voilà. À l'unanimité, on était d'accord pour ça, donc voilà. Voilà, c'est vrai qu'on est très très masculin, un peu malgré nous. Hein, ça c'est, voilà, on n'a pas fait exprès. Voilà, on accueillerait volontiers des passionnés EES de l'univers Apple dans iWeek. Voilà, l'appel. J'en connais, mais elles sont dans l'univers Android, c'est pas de bol. Bah oui, c'est bizarre, ça attire davantage les filles. Hein. Ouais, sérieux, hein, c'est vrai. Non mais on rigole pas là, hein, c'est vrai. Non, pour le coup, non, c'est très sérieux. Si vous avez un avis sur la question, iWeek TV sur Twitter, dites-nous pourquoi les filles penchent plus vers Android que vers Apple. Bon, allez, je vais pas vous mentir, le programme est hyper chargé. Donc on va se retrouver dans une seconde pour aborder les sujets de l'actu Apple de l'été ou carrément de ces dernières heures. À tout de suite. Et pour commencer, on va revenir un petit peu en arrière avant de revenir au sujet brûlant. On va le faire avec toi, Teddy, puisque tu t'es intéressé à la sortie des iPods. Ça, c'était la sortie, donc la disponibilité des iPods annoncée au début de l'été. Ils sont arrivés en magasin vers le 15 juillet. Mais il s'est passé un truc bizarre dans les Apple Store. Raconte-nous. C'est-à-dire qu'en fait, Apple on va pas dire sorti des nouveaux iPods, c'est plutôt mis à jour les iPods qui existaient déjà, hein, l'iPod Touch, alors extérieurement qui n'a pas bougé, c'est plutôt à l'intérieur avec le processeur i8 et puis quelques petites améliorations de ce style. Et pour ce qui est des Shuffle et des Nano, c'est juste des nouvelles couleurs, donc c'est pas grand-chose non plus. Mais ce qui est un petit peu curieux, par contre, c'est que quelques jours après avoir mis à jour ces nouveaux iPods, ils ont été en fait retirés des tables de démonstration des Apple Store pour rejoindre les étagères où sont rangés habituellement les accessoires, ce qui veut dire qu'en gros, aujourd'hui, si vous allez dans un Apple Store pour acheter un iPod Touch, vous n'avez plus besoin d'attendre que quelqu'un vienne vers vous et aille en chercher un dans la remise. Il suffit de vous servir dans les étagères, et je trouve ça un petit peu étonnant. Enfin, on avait déjà vu que l'onglet iPod avait disparu du site internet d'Apple. Bon, ils ont une stratégie avec l'iPod qui est un petit peu curieuse, je trouve, en fait. Ils s'en tapent, tout simplement. Non, c'est que Ils s'en tapent, c'était juste que, en fait, aujourd'hui, l'iPod Touch n'est quasiment plus intéressant. Enfin, pour la plupart des gens aujourd'hui, le public, les tarifs du téléphone baissent tellement que, il vaut mieux aller commencer à s'orienter vers un iPhone que vers un iPod. Alors, surtout les iPods de première génération, enfin, tout ce qui est iPod Nano, iPod Shuffle. Bon, ils ont encore certains intérêts, comme disait un article là-dessus. L'iPod Shuffle, c'est à la limite, c'est l'iPod que tu peux offrir à un pote si tu sais pas quoi lui offrir. Voilà, tu peux offrir un iPod Shuffle, c'est sympa comme cadeau, ça coûte que dalle. L'iPod Nano, il est franchement bâtard. Et après, l'iPod Touch, l'iPod Touch encore peut avoir un petit marché intéressant. Mais après, la différence de prix par rapport à un iPhone, elle devient franchement ténue et ça devient plus très intéressant, comme appareil. Donc, et puis, pour aujourd'hui, Apple, après, ils mettent en avant ce qu'ils se vendent plus. Ils ont besoin d'un support pour Apple Music, on va en discuter sans doute tout à l'heure. Et donc ça passe par les casques. C'est aussi pour ça qu'ils ont gardé les casques
dans le catalogue, officiellement en avant sur le site de la boutique, et ils ont rafraîchi l'iPod parce qu'ils se sont dit qu'ils avaient besoin encore un peu de ce c'est la queue la longue traîne du marché, mais c'est quand même une façon, comme tu disais, de gratter quelques sous qui traînent dans les poches. Si jamais les gens ne veulent pas passer à l'iPhone, parce que soit il est très cher, c'est pratiquement le prix d'un MacBook Air, soit il faut prendre un abonnement avec partir sur 24 mois et ouais, mais tout le monde le fait aujourd'hui. Par le biais de la subvention. Oui, aujourd'hui, oui, moi je suis assez d'accord avec Guillaume. Hein. La différence vraiment diminue et les gens qui aujourd'hui peuvent acheter un iPod Touch, généralement achètent un iPhone. Hein. Nous, on a vu le nombre de ventes d'iPod Touch est devenu quasiment anecdotique. Hein. Ou un iPad. Nous, on l'a encore en démonstration, mais je pense qu'il va disparaître dès que le magasin va être réaménagé pour l'arrivée d'un produit Apple que nous n'avons pas aujourd'hui dans nos tables. À mon avis, l'iPod Touch va rejoindre la vitrine comme dans les Apple Store. D'ailleurs, c'est sans doute la dernière génération, hein, je pense, d'iPod Touch. À mon avis, il n'y en aura pas d'autres après. Ouais. Hein. Juste, Élie, tu viens de dire un truc intéressant, là. L'arrivée d'un autre produit Apple, tu penses à quoi ? Oui. Tu sais, aujourd'hui, il y a un produit Apple qui n'est pas, en tout cas dans nos boutiques, hein, chez les revendeurs Apple, qui est une petite montre dont on a beaucoup parlé dans iWeek et que nous avons réclamé avec insistance depuis la sortie. Et il semblerait qu'Apple nous ait entendus. Ou alors, les mauvaises langues disent que c'est parce qu'elles ne se vendent pas assez, mais ça, c'est une polémique qui a traîné un peu tout l'été. Mais en tout cas, nous, on avait envie de vendre l'Apple Watch, donc on a demandé à Apple, et il semblerait qu'Apple nous ait entendus et que ça va arriver chez nous. C'était un peu le scoop de la rentrée, c'est que ça y est, l'Apple Watch va être disponible chez les APR, et bien à temps pour les cadeaux de Noël, puisque les infos qu'on a aujourd'hui, qui sont officieuses, mais que nous a donné Apple, c'est qu'il y aurait une première vague de revendeurs Apple qui ferait un lancement ou un pré-lancement au mois de septembre, suivi par le reste des revendeurs au mois d'octobre. Donc ça se ferait en 2 temps. Et le premier, ça va se faire assez vite, hein, parce que du coup, septembre est un mois, comme vous le savez, assez dense en termes d'actualité Apple. Et donc, voilà. Alors attends, si je comprends bien... Il y avait un tweeto qui avait... Oui, attends, juste Gilles, donc ça veut dire que les Apple Watch vont arriver chez les revendeurs Apple. Est-ce que ça vaut uniquement pour les revendeurs Apple en France ? Non, il me semble que ça va être à partir du moment, en tout cas, où on signe un contrat, et là je te parle que des APR, hein, puisque c'est ce que je connais, c'est un contrat qui est mondial, et a priori il y a déjà eu un test qui a été fait dans 2 pays européens cet été avant la France. Donc ils ont dû faire un test qui s'est bien passé, et du coup je pense que ça va être étendu. Alors peut-être pas le même mois, mais c'est un peu comme la disponibilité des iPhones, mais en tout cas, la plupart des APR devraient pouvoir vendre l'Apple Watch dans un délai assez proche. Bon, ça c'est une super nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu sais un peu dans quelles conditions vous allez les commercialiser ? Est-ce que vous allez vous allez devoir intégrer les mêmes tables que dans les Apple Store, par exemple ? Tu sais un petit peu comment ça va se passer ou pas encore ? Oui, encore une fois, officieusement, hein, puisque on a vu, et ça a été un peu la surprise dans la surprise, donc Apple avait communiqué avec nous un peu cet été, et puis on a vu arriver, par exemple, cette semaine, l'Apple Watch dans une des FNAC parisiennes et dans la FNAC en ligne. Donc celle-là, on ne l'attendait pas. Donc du coup, ils nous ont un tout petit peu grillé au passage. Mais bon, c'est pas grave, on leur en veut pas. C'est tant qu'on arrive à l'avoir. Et donc, il semblerait, et encore une fois, c'est officieux et ça reste à confirmer, que dans un premier temps, on va faire la présentation avec les petites unités de démonstration qu'on voit dans les Apple Store, tu sais, où il y a un iPad mini et une Apple Watch qui est linkée, ce qui permet, dès que tu touches à quelque chose dans l'Apple Watch, il y a l'écran de l'iPad mini qui réagit. Et on aura aussi droit au coffret de démonstration, donc qui contiennent les différentes montres qu'on peut essayer, etc. Et dans un deuxième temps arriveraient des meubles, mais pas au début. Donc ils acceptent de faire une sorte d'exception pour nous,
puisque si j'ai bien vu les photos à la Fnac, ils ont carrément la table. Et pour nous, certainement pour des problèmes de taille dans les showrooms, etc. Dans un premier temps, ça se ferait sans la table, mais la table arriverait quand même. Bon, alors je peux te dire que l'info, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque nos amis d'iCreate ont déjà repris l'info. Les APR vont pouvoir vendre l'Apple Watch d'après Eli06, donc c'est toi, hein, dans iWeek Watch. Voilà, l'info circule. Et puis on salue tous ceux qui nous ont salués là ces dernières minutes au moment du début de l'émission. Oui. Il y a Alexandra Legrand qui s'est manifesté. Point de vue de la formation, Eli. Je disais, il y avait Alexandra Legrand qui s'est manifestée dans comment chercher une jeune fille éventuellement pour participer à iWeek. Oui, alors c'est vrai, mais comme elle est chez Belle Maman, ça va être compliqué apparemment de l'intégrer ce soir. En tout cas, ce soir, ça va pas être possible tout de suite. Mais en tout cas, on salue Alexandra Legrand qui fait partie effectivement des fidèles d'iWeek depuis le début. Et puis vous êtes très nombreux à avoir envoyé des petits tweets. François, Alex évidemment qui fait partie de l'équipe, Sébastien. Voilà, et ceux dont j'ai pas le prénom d'ailleurs. Mister Apple aussi est là, tiens, c'est un de tes amis. On s'était croisés dans l'école des fanboys, absolument. Enfin, vous êtes très nombreux là à envoyer des messages. C'est très sympa. Il fait partie des fidèles depuis le début. Et d'ailleurs, Titou, trouvé ton scoop, hein, Titou d'ailleurs. Oui, Titou est tellement fidèle que ça fait tellement longtemps qu'on en parle qu'il avait anticipé l'info effectivement. Voilà, c'est très sympa de tous vous retrouver aussi. On est évidemment heureux d'être, entre nous. En tout cas, tous les 5. Il y a tous ceux aussi qui ne sont pas encore là, qu'on va retrouver sans doute dès la semaine prochaine. Grégoire, Eddy, etc. Et Jean-Christophe, Bernard sans doute aussi dans les semaines qui viennent. Mais il y a aussi vous qui nous regardez et c'est très très sympa que vous soyez au rendez-vous. On a bien noté ces derniers jours que sur Twitter, il y avait une sorte de fébrilité et d'impatience à ce que tout le monde se retrouve. Donc c'est vraiment très très sympa. Voilà pour les iPods. Donc c'est sans doute un produit qui arrive en fin de vie. Hein. C'est l'impression qu'on a. Hein. Oui, je pense que c'est le dernier. A priori, il n'y aura pas de 7e génération, je pense pas. Et pourtant, il y en a encore besoin. Et oui, on a encore. Je suis assez d'accord avec toi, Gilles. Ouais. Peut-être d'un modèle tout simple, voilà, qui soit pas un iPhone sans téléphone. La fin du marché. Ouais. Ils peuvent pas l'abandonner comme ça. Bon, allez, on va avancer sur les autres sujets d'actu. Alors, une actu plus immédiate évidemment. On va commencer par aborder la question de cette keynote qui n'est donc toujours pas confirmé, hein, vous me le confirmez, mais qui se précise vraiment. On confirme qu'on confirme pas, oui. Voilà, on parle. Voilà, c'est ça. On parle du 9 septembre avec un lancement effectif du nouvel iPhone 9 jours plus tard, c'est ça ? Oui, pour la prise des commandes, l'iPhone arrivant quelques jours après, donc vers le 25. Comme fait Apple habituellement, il lance. Une semaine à 10 jours après, ils ouvrent les commandes et les produits sont livrés quelques jours après. Ouais. Une semaine après environ. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'actu de près, il y a eu énormément de rumeurs cet été sur ce nouvel iPhone. Tout le monde s'accorde à dire que ce sera l'iPhone 6S, on est d'accord ? Oui. Oui, ils sont sur 24 mois. Quand Apple entre sur le marché, ils vont voir les gens qui vont les aider et ils leur demandent comment est-ce que leur business fonctionne. Les opérateurs, en 2007, et c'est toujours le cas, fonctionnaient même si c'est de moins en moins le cas, sur des abonnements de 24 mois qui les aidaient à vendre des téléphones. Et donc, du coup, on a une nouveauté dans le design la première année et la seconde année, on a un rafraîchissement de l'interface de l'appareil photo et des performances dans un design identique, avec un S pour marquer la différence. Oui. Voilà, on a déjà vécu ce type d'évolution avec le 4 et le 4S notamment. Le 3G. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à finalement un iPhone sans grosse surprise, ou est-ce que le S peut quand même apporter une vraie avancée ? Les 3 points qu'on a vus dans la plupart des rumeurs, processeur plus rapide, le A9,
appareil photo 12 millions de pixels, ce qui serait quand même bien par rapport au 8, et apparemment avec 5 lentilles. Et la troisième chose, un écran à retour de force, comme sur l'Apple Watch. Donc c'est tout ça avec iOS 9 en plus, ça fait pas mal. Hein. C'est les points traditionnels d'amélioration de la génération intermédiaire. Oui. Alors j'étais en train de chercher, l'un de vous m'a envoyé tout à l'heure un lien vers une news à propos de la salle qu'Apple aurait réservée pour cette keynote. Évidemment, j'ai tellement de signets en mémoire que je la trouve pas. On parle d'une salle de 7000 places, c'est ça ? Ouais, ça. Qui est le Bill Graham Civic Auditorium, pardon, qui est une salle de concert en fait à la base. Ouais, 7000 places, ça fait c'est un très gros zénith ou c'est la moitié de Bercy pour ceux qui connaissent un petit peu ce genre de salle. Ça fait du monde, quoi. On change de dimension, hein. Bah, c'est une salle de keynote, hein. Celle qu'ils utilisent généralement pour les keynotes, c'est des salles de 6000 places, hein. Donc c'est une salle de vraie keynote Apple. Tu parles du Moscone Center là par exemple ? C'est ça, absolument. Bon, bah voilà, donc ça. Alors, est-ce qu'il peut y avoir autre chose que l'iPhone 6S lors de cette conférence, de ce lancement ? Est-ce que les iPads vont évoluer ? Est-ce que l'Apple TV ? L'iPad en général est un mois en suivant. Un mois plus tard que par rapport à l'iPhone, on mélange pas les événements et les sorties pour pas qu'il y ait de confusion. Après, il y a les iPads. Par contre, il va y avoir du logiciel forcément. Et donc iOS, comme disait Ellie, et puis éventuellement la présentation de El Capitan. El Capitan, j'y crois pas trop, j'avais plutôt un peu plus tard. Alors on va juste rappeler ce que c'est qu'El Capitan. C'est la prochaine version d'OS 10, donc qui va arriver pour l'automne. Moi, je penche plutôt pour une présentation un peu plus tard de El Capitan et puis la mise à disposition de la version finale. iOS peut-être plus tôt, parce que les nouveaux iPhones vont arriver, donc iOS serait peut-être livré un peu plus tôt que El Capitan. Il me semble que c'était un peu le cas d'ailleurs l'année dernière pour Yosemite, qui est arrivé un peu plus tard, il me semble, que iOS. Je peux peut-être me tromper, je sais plus. Maintenant, je pense que surtout ce qu'ils annonceraient, c'est peut-être un nouvel Apple TV, ça fait partie des grosses rumeurs. On en parle depuis longtemps, hein. On en parle depuis longtemps, et a priori, ça serait peut-être pour cette fois-ci, on l'espère en tout cas. Alors on parle d'un Apple TV à base d'iOS 9, donc qui serait le premier Apple TV à utiliser iOS d'ailleurs. Oui, mais ce serait une annonce en 2 temps, c'est-à-dire qu'on verrait un nouvel Apple TV sous iOS 9 qui aurait la particularité d'avoir une ouverture à l'App Store. Donc ça veut dire que les développeurs pourraient proposer des jeux qui tourneraient cette fois-ci sur la télé, ce qui serait majeur, avec une télécommande redesignée. Mais le contenu en streaming, donc les chaînes de télé que tout le monde attend, ne serait pas disponible avant 2016 parce qu'il y a un problème d'accord avec les différents diffuseurs déjà aux États-Unis, sans parler du reste du monde. Et donc, l'Apple TV serait capable de diffuser de la télé, mais pas tout de suite. Ouais, bon, c'est toujours le même problème et c'est toujours l'enfer des droits. Ça, c'est aussi compliqué là-bas qu'en Europe. Mais au moins, une évolution. Alors, le design ne changerait pas vraiment, a priori. En revanche, l'usage de l'Apple TV va énormément se développer si on a. Alors, est-ce que ce serait les apps de l'App Store et les apps pour iPhone ou pour iPad qui seraient compatibles, ou est-ce que ce serait, à votre avis, une nouvelle catégorie d'applications ? Forcément, c'est pas le même écran. Il y aura certainement une nouvelle catégorie et des adaptations pour la raison très simple, c'est que l'Apple TV va projeter sur la télé, il n'a pas la même résolution qu'un iPhone ou un iPad. Et deuxièmement, il faut pouvoir interagir. Les amis, vous parlez en même temps. Attention, l'alerte rouge va retentir. Je crois quand vous parlez que vous ne vous entendez pas entre vous, donc faites attention. Je ne sais pas qui parle en fait. C'était Gilles. Gilles. Alors d'abord Ellie, puis après Gilles. Ellie. Okay. Bon, donc, moi, ce que je disais, c'est que l'Apple TV, les challenges, ça va être affiché sur un moniteur de télé, donc en 1920 par 1080, qui n'est pas du tout la résolution d'un iPhone ou d'un iPad. Et deuxièmement, comment interagir, puisqu'en fait, l'image et le jeu sera sur la télé, mais il faudra une télécommande de nouvelle génération ou un iPhone ou autre chose pour pouvoir interagir avec le jeu. Eh oui. Oui, mais la résolution de l'iPad et de l'iPhone n'est pas la même, et depuis je ne sais plus quelle
quelle génération d'iOS on a et même d'OS 10, on a la possibilité d'avoir une résolution indépendante du, je ne veux pas dire de bêtises, je parle sous le contrôle de Guillaume, indépendante de l'écran. Forcément, il y aura mais je te rejoins, forcément, il y aura des applications spécifiques, ne serait-ce que parce que les usages ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans un iPhone ou un iPad, c'est tactile. Donc, alors que là, l'image ne sera pas sous les doigts. Et ça, c'est quand même une différence. Une grosse différence. Juste toute petite parenthèse avant de revenir à l'Apple TV, au nouvel iPhone et au reste de l'actu. Juste, je reprends les réactions sur Twitter. Alors, très nombreuses. J'ai même du mal à les suivre. Alors d'abord, Kael nous dit qu'en général, les mises à jour d'iOS, d'OS 10 se font plutôt fin octobre. Il a raison, j'ai vérifié par rapport à Yosemite. Yosemite arrivait un mois après iOS 8. Donc en fait, il y a eu vraiment un mois de décalage entre la version client et la version... Enfin, ça avait posé même un problème, puisqu'en fait, il y a des fonctions style comment ça s'appelle j'ai oublié le nom. Le partage de fichiers. Ça y est, j'arrive plus. AirDrop, merci. Oui, AirDrop. C'est dur la reprise pendant après les vacances. Donc AirDrop, en fait, il y avait normalement la possibilité de faire du partage AirDrop entre Mac et iPhone, et ça arrivait du coup tardivement. Cette fonction est arrivée tardivement, parce que Yosemite est arrivé aussi tardivement. Donc voilà. Donc oui, il y a toujours un peu de décalage, ce qui n'est pas forcément un mal d'ailleurs, parce que si sortir en même temps les mises à jour d'iOS et d'OS 10, au niveau de la bande passante Internet, bonjour, ce serait un peu dur. Ça leur est déjà arrivé. Voilà. Autre message, c'est Philippe Legrand. Alors, l'idée est pas mauvaise, nous dit la salle de 7000 places, les gars, c'est peut-être pour annoncer un iPad Pro XXL. Et c'est vrai que c'est aussi un des projets dont on parle beaucoup, hein. Oui, mais moi je voyais ça en octobre avec le rafraîchissement iPad, pas en septembre. Mais c'est vrai qu'on en parle. Après, ils peuvent louer la salle 2 fois, je pense qu'ils ont les moyens. C'est clair. Non, la rumeur sur la salle de 7000 places, c'est qu'après il y aura un concert spécial Apple par rapport à Apple Music et tout ça. Et donc ça aura lieu juste après la présentation des produits. Mais historiquement, de toute façon, les présentations iPhone aujourd'hui sont forcément plus importantes et sont plus regardées que les autres présentations. Donc évidemment, c'est normal qu'ils fassent ça dans les salles plus grandes pour accueillir plus de monde, plus de journalistes et faire plus de buzz. Bien sûr. Alors, justement, à propos d'Apple Music, c'est Sébastien Lacante qui nous pose la question. Où est-ce qu'on en est par rapport à Android? C'est prévu pour l'automne, ça, je crois. Toujours, hein? Oui, c'est pour l'automne, normalement, c'est prévu. C'est quoi Android? On en parlera sans doute d'ailleurs dans Andromag lundi prochain, le 31 à 20h en direct. Notez-le sur vos agendas, le retour de Samy Toupet, Marie Siolfi et toute la joyeuse bande aussi. Ils sont pas mal non plus nos copains d'en face, hein. On a de la concurrence. Titou nous demande à propos de l'iPhone 6S, est-ce qu'il pourrait débuter à 32 Go? C'est ce que je dis, ouais. C'est vrai que 16... Alors, c'est pas tellement le problème que 16. On peut commencer à bosser avec, c'est pas non plus la mort. C'était surtout le fait d'avoir des iPhones vraiment qui commencent à 8. Ça, c'est le vrai scandale. 8 Go et c'est inutilisable. Enfin, qu'Apple encore vendre des iPhones à 8 Go, c'est un truc qui, moi, me surprend toujours et me scandalise. Mais quel iPhone? Plus que de temps. Le 4? Je crois que le 5C, par exemple, commence à 8 Go, il me semble. Oui, c'est vrai. Le modèle d'entrée de gamme, oui. Oh là là, voilà, l'entrée de gamme. Donc, ce qui est, franchement, tu télécharges les mises à jour. Il y a eu plein de problèmes l'année dernière avec les mises à jour d'iOS 8 qu'on n'arrivait pas à télécharger, à installer. Il fallait désinstaller toutes tes apps pour pouvoir installer la mise à jour. Enfin, c'est pas normal. Et aujourd'hui, en 2015, qu'Apple fournisse par défaut la même quantité de mémoire qu'un iPhone de 2007, 8 ans plus tard, n'est-ce pas? Il y a quand même quelque chose qui va pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils devraient faire un gros effort et commencer la gamme à 16, au moins pour tous les appareils. Peut-être effectivement 32 sur les appareils un peu haut de gamme, même si ça permet après de mieux séparer les gammes, de mettre 32, 64, enfin 16, 64, ça fait une plus grosse, pour eux, niveau marketing, c'est logique. Si vous avez 32, 64, les gens se disent, ouais, 32 c'est suffisant, je commence à 32, basta. Si la différence c'est de 16 à 64 pour 100 €, vous allez avoir tendance à vouloir partir sur 164. Forcément. C'est sûr. Donc c'est malin au niveau marketing. C'est sûr. C'est juste malin au niveau marketing. Et puis Apple c'est pénible, mais je peux pas leur reprocher. Sur un certain nombre de modèles, il n'y avait pas de modèle. Mais grâce à Apple Music,
La musique maintenant est en streaming, donc du coup, ça libère de la place sur l'iPhone. Ouais, c'est vrai. Il y a encore des messages. J'essaie de suivre les messages, mais ça va assez vite. Hein. Ça suffit maintenant les messages. Rentrez chez vous là. Voilà, on va saluer Mathieu Dos Santos qui nous regarde lui aussi. Il doit être en train de préparer ses anti-sèches pour lundi, donc on l'embrasse Mathieu. Je pense que j'ai tous mes camarades qui sont là. Teddy, tu te joins à nous, c'est sympa. Effectivement, ils sont tous au rendez-vous. Ça nous fait vraiment plaisir. Oui, question de Dashets qui nous demande si on pourrait voir arriver un iPhone incassable. Alors, je sais pas si quelque chose peut être qualifié d'incassable, mais en tout cas plus solide, pourquoi pas. Il y aura toujours des abrutis pour tester, pour voir si c'est vraiment incassable ou pas. Puis au niveau, le danger, c'est qu'après, quand tu connais, par exemple, les Américains au niveau des procès, si jamais ils essaient de dire, enfin, un appareil incassable et que les mecs s'amusent à le mettre dans un mixeur et que ça s'explose, ça marchera pas. C'est un risque de procès à tout va et ils le feront pas. Non, il faut qu'ils misent sur la solidité de l'appareil, oui. A priori, la rumeur sur les nouveaux iPhone 6S, ils auraient amélioré la résistance, en particulier pour éviter les déformations dans les poches, des choses comme ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'ils incassable me semble difficile. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est plutôt, je dirais, insubmersible, qui soit un peu étanche. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça n'a pas l'air non plus d'être dans la philosophie de la maison, malheureusement. Ça m'aurait arrangé sur l'iPhone de mon épouse l'année dernière. Parce qu'Apple adore les capteurs d'humidité, en fait, c'est pour ça. Et cela dit, maintenant, ils s'en foutent des capteurs d'humidité. Je crois qu'ils tiennent plus tellement compte de ça. Ils sont venus en arrière, je crois, là-dessus. Non, ça fait partie de nos procédures de dépannage. Et ça, quand même, toujours. Bon, bref. Ah, oui. On va rappeler que c'est une petite sorte d'encre invisible qui change de couleur au contact de l'eau. Donc, si vous dites non, il n'est pas tombé dans l'eau, je vous assure, voilà, vous serez. À l'époque, le problème, c'est qu'ils ont eu des procès, ils sont revenus un peu en arrière parce que justement, le capteur était trop sensible, il se déclenchait a priori, le machin se disait oui, c'était trempé dans l'eau, alors que c'était pas le cas, quoi, de toute évidence. Pour en revenir à la solidité de l'iPhone, d'après ce que j'ai cru voir sur le 6S, en fait, il utilisera l'alliage qui est utilisé sur l'Apple Watch Sport, qui est plus résistant que celui qui est utilisé actuellement sur l'iPhone actuel. Et donc, ça sera à voir. Mais il y a celui qui avait fait le test l'an dernier, qui avait déclenché la polémique avec le Ben Test, qui est un YouTuber qui s'appelle Unbox Therapy. Il a apparemment, je sais pas comment il s'est procuré cette coque-là, mais la coque de l'iPhone 6S déjà, et il a refait le même test et il est 3 fois plus résistant apparemment que celui que la coque de l'iPhone de l'an dernier. Ouais. Alors tu sais, j'ai reçu un mail assez lunaire cet après-midi. Vous connaissez peut-être ce fabricant d'étuis en or et diamant, enfin qui valent une fortune, qui s'appelle Gold Genie. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. Ils m'ont envoyé un mail tout à l'heure. C'est pas dans nos moyens. Avec l'étui de l'iPhone 6S. Et le mail était vraiment libellé clairement. Le voilà, limite réservez-le, etc. Enfin, c'était assez incroyable. Voilà. Ça vous dit rien? Vous avez pas vu ça? Non. Si j'avais su, je vous l'aurais mis de côté. Je le posterai tout à l'heure sur Twitter après l'émission parce que ça m'a vraiment étonné. Et je me suis dit qu'Apple risquait de ne pas être content du tout de ce genre d'officialisation avant l'heure. Et sinon, donc le meilleur tweet de la soirée est tombé, c'est Sébastien Lacan qui dit « Je kiffe ton casque Dark Vador ». Il a raison, mon casque Dark Vador est magnifique. Il y a la cape qui va avec, tout ça. Tu peux pas nous le montrer de plus près? Je vais le montrer bientôt. Bon. Tu l'as collé à l'étagère? Non, je peux pas le montrer. Mais sort son mignon, ça ne fait pas. Ah, c'est sûr. Bon, on va. Alors, il y a en tout cas une piste d'amélioration de l'iPhone qui intéressera tout le monde, c'est l'autonomie. Et vous avez peut-être vu cette technologie qui consiste à utiliser une nouvelle génération de batterie en fait dans l'iPhone. Une pile à combustible. On passe quand même à 7 jours d'autonomie, ce qui est pas mal. Mais qu'est-ce qu'on fait après la batterie au bout de 7 jours? Je ne sais pas. C'est bien ça, parce que pour moi la pile au combustible c'est une pile qu'on échange, donc elle dure 7 jours et après tu mets autre chose à la place, donc c'est très bien. Mais ça veut dire que ton appareil il va devenir plus gros puisqu'il faut que tu aies un mécanisme pour enlever et remettre ta batterie. Donc ça fera des appareils forcément plus gros et pas forcément plus utilisables. Alors j'ai la réponse, la pile se recharge, via la prise casque modifiée. Ouais. Bon. Voilà.
À voir. Après, c'est une question sur la durée de vie aussi de la pile, etc. Mais après, tout ce qui pourrait être fait pour améliorer l'autonomie, évidemment, sera intéressant et ça fait partie des pistes sur lesquelles je pense que les ingénieurs d'Apple bossaient le plus. Je précise que le fait de changer la batterie ou de mettre quelque chose à travers la prise casque annule la garantie Apple. Je précise. Le truc qui est marrant, c'est qu'en plus, évidemment, ça a été repris partout en disant Apple va sortir un iPhone avec, évidemment, une batterie qui tient 7 jours. Sur les sites, les mauvais sites qui ont repris la news, il y en avait quelques-uns. Et donc, forcément, non, c'est pas le cas. C'est pas Apple, c'est juste des ingénieurs qui sont amusés pour une autre boîte, dans une boîte qui font a priori des piles à combustible, ce que j'ai compris. Ils sont amusés à faire ça. Alors, mais après, c'est une piste intéressante pour le futur. À voir. Après, c'est toujours la même chose. On a une technologie qui permet de faire quelque chose qui paraît super bien, et puis la réalité technique, la réalité du marché. Qu'est-ce que ça va donner au niveau utilisateur, consommateur, une fois que c'est l'appareil dans les mains des utilisateurs? Il y a beaucoup de la coupe aux lèvres en fait. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Ouais. Donc c'est très compliqué. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler du projet ARA chez Google. Bien sûr. Oui, mais voilà. Repoussé déjà. Donc, ce téléphone miracle, tout le monde l'année dernière a dit « Oh, c'est génial, ils vont sortir un téléphone modulaire, vous pourrez changer les pièces comme vous voulez, etc. Et ce sera fabuleux. » Et en fait, là, les ingénieurs sont déjà en train de rétro-pédaler à vitesse grand V en se disant que ce qu'ils voulaient faire ne marche pas, ils voulaient mettre un système de magnétique pour connecter les pièces ensemble. Et en fait, ils se rendent compte que ça marche pas du tout et que ça va être très très compliqué à faire et que le projet commence déjà à aller dans le mur, quoi. Ouais. Je pense que il y a des gens qui s'inspirent d'ailleurs de ça. Voilà, le projet ARA, grosso modo, c'est les Google Glass. Je vous mettrai l'info si vous voulez. Il y a une housse pour iPhone qui permet de rajouter des modules, en particulier des modules CB pour ceux qui font de la radio ou des modules. Pardon, tu as dit quoi? C'est assez rigolo. Tu as dit CB? Oui. Ah, ça va marcher. Tu as un iPhone, tu fais de la CB, voilà. Énorme. Bon, écoute, je mettrai le lien. Ouais, écoute, après, on est preneur. Sur ce que disait à l'instant Guillaume, c'est vrai que tout ce qui peut améliorer l'autonomie, de toute façon, c'est des pistes intéressantes dans la mesure où si on regarde bien, finalement, sur les smartphones, depuis l'apparition des smartphones, on a tout amélioré. On a amélioré les capteurs photo, on a amélioré les résolutions d'écran. La seule chose finalement qui n'a pas bougé, c'est l'autonomie, qui reste toujours en dessous de ce que les utilisateurs espèrent, quoi. Et quand vous demandez aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils aimeraient sur leur prochain téléphone, en général, la première réponse qu'ils vous donnent, c'est une meilleure batterie, quoi, tout simplement. Ouais. Et en même temps, c'est compliqué parce qu'ils veulent aussi des téléphones qui soient plus fins, plus légers, plus machin, et donc c'est pas compatible. Voilà. Si demandez Agile, qu'est-ce qu'ils... Vas-y, Gilles. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils me répondraient un cheval qui va plus vite. Oui, la réponse de Ford, effectivement. Oui, bon voilà, c'est sûr qu'il y a pas mal il y a quand même quelques gros dossiers qui méritent des améliorations sur l'iPhone. D'après vos tweets, il y a l'autonomie, il y a effectivement l'écran, et Philippe Legrand nous demande si on croit à un écran saphir sur le 6S. Il y a pas. Alors, est-ce qu'il y a déjà un smartphone à écran saphir? Comme l'Apple Watch et l'Apple Watch Edition, j'ai cru voir passer un message dans ce sens. Il faut voir les volumes que ça représente. Ouais. L'année dernière, c'était 70 millions d'iPhone pour l'année ou oui, c'est ça, pour le trimestre, je ne sais plus. Oui, c'est ça. D'une année sur l'autre, j'ai fait le calcul que Apple augmentait de 50% ses ventes d'iPhone. Donc, ça représente un volume énorme. C'est le premier vendeur pour les trois premiers plus chers smartphones sont des iPhones. Donc, ça représente des volumes énormes. Il faut que Apple puisse se fournir de façon sécure. On t'écoute, mais on a un nouvel invité. Donc, voilà. Ça représente des volumes énormes. Il faut qu'ils puissent se servir de façon sécure sur les écrans. Et donc, c'est difficilement imaginable après la mésaventure qui est arrivée avec je ne sais plus quel est le nom de son fournisseur qui a mis la clé sous la porte, faute de pouvoir servir Apple en quantité.
Nous avons perdu Guillaume. Pendant que on avait beaucoup d'espoir, mais là il nous fait la totale en plus. Je ne pas dire, c'est une saison qui démarre très fort quand même. Est-ce qu'on peut avoir l'avis du Seigneur Vador sur le prochain iPhone? J'ai l'impression que le Seigneur Vador a coupé son micro. Je suis ton père. Voilà. Ben, c'est ça. On va s'arrêter là. Il fait super chaud là-dessous. Ah, je te crois. C'est horrible. Pendant ce temps, il y a j'ai profité pour vous retrouver ça. Donc le case modulaire, il faut aller voir sur nexpac.com, nexpac.com. Oui. Et à propos de ça, Eddie, il y a un tweet qui est magique. Moi, je pense qu'ils vont faire la soirée, qui vient d'un tweet de Titou, qui te demande si le module il peut faire Minitel également. Pardon. Si le module peut faire Minitel, puisqu'il peut faire Cibi, donc peut-être qu'il peut faire Minitel aussi. Ah oui, je peux aller voir. Excellent. Excellent. Pro gaming. Bon, on va saluer aussi d'autres internautes, auditeurs, téléspectateurs qui se manifestent, je crois, ce soir pour la première fois. Je pense notamment à Pixel Conscient, par exemple. Il y a tellement de tweets que j'ai du mal à tous vous suivre. En gros, vous êtes très nombreux quand même à estimer qu'Apple ne devrait pas proposer d'iPhone à moins de 32 gigas, on va dire au prix actuel. Hein. Mais l'année dernière, Mathieu dit que le 16 gigas permet de gonfler les prix de l'iPhone 6S, il n'est pas prêt de disparaître. Oui. Benjamin ? Oui, Gilles. Il n'y avait pas d'iPhone 32 l'année dernière. C'est vrai. En tout cas. Mais ça pourrait devenir le nouveau nouveau niveau de stockage plancher, on va dire, hein, qui est pas moins, quoi. Disons qu'il faudrait que ce soit mieux segmenté. Peut-être que moins les iPhone 5C commencent à 16 et qu'après l'iPhone 6 commence à 32, puis 64, 128, basta. Absolument. Là, ce serait pas mal. Voilà. Et faire disparaître le 8 gigas une fois pour toutes, quoi. Ah non, mais 8 gigas devrait disparaître depuis longtemps. C'est pas normal. Le pire, c'est que les iPhone 5C, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient sorti une version 16 gigas et après, ils ont sorti quelques mois plus tard une version 8 gigas d'entrée de gamme. Et tu fais, what? Bref. Mais si je peux me permettre de te contredire, iOS 9, justement, a perdu 3 gigas au passage pour te donner un peu ça c'est plus très de bien. place Oui, sur ça ton c'est très bien. Effectivement. Pas mal. Peut-être qu'ils vont considérer qu'avec Swift et puis Metal, il n'y a plus besoin de... Enfin, les 8 gigas suffisent largement puisque les applis et les OS vont peser moins lourd, effectivement. Alors, sur l'écran, on est en live, donc réaction immédiate de la communauté, notamment de Mathieu qui nous dit le Huawei P7 édition Saphir présenté à l'IFA l'an dernier. J'ai vu quelqu'un réussir à le briser, donc c'est du synthétique. Mais de toute façon, le Saphir, c'est forcément... C'est pas du vrai, hein, les gars. Le vrai, il y en avait, c'était sur le Vertu, mais c'est un téléphone qui coûte $11 000. D'ailleurs, je ne sais plus que c'est Kyle Wendt, je crois qu'il nous avait rappelé sur Twitter. Absolument. Et à propos, il y a un autre tweet quand même que je trouve extrêmement important, c'est celui qui se demande quel est le nom du fournisseur de Guillaume. Ça, je le garde secret, celui-là. Bon, un certain Georges Lucas quelque chose. Ouais. Mais pour la petite histoire, en fait, j'avais fait beaucoup de photos dans mes différents bouquins que j'ai sortis sur le Mac. Il y en a quelques-uns qui sont encore disponibles pour macOS 10.8, 10.7 et tout ça. J'avais utilisé des photos avec Dark Vador, justement, l'illustration. Voilà, c'était assez Mac Vador. Mac Vador. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on passe un excellent moment, les amis. C'est que le conducteur, il avance pas. Ouais, et on est très très mal pour tout faire rentrer. Et je l'avais dit. Hein. Je suis d'un naturel optimiste, mais je vous garantis qu'on n'y arrivera pas. C'est pas grave, on va quand même profiter de la petite vingtaine de minutes qui nous restent. C'est pas fini, les gars, et on va continuer. On va faire un tout petit détour par Wall Street parce que vous avez vu que ça va pas très bien dans les bourses mondiales depuis quelques jours. Il paraît que c'est à cause de la Chine, et je crois que Teddy, tu en connais un rayon. Alors, d'abord, parle-nous de ce message de Tim Cook qui pourrait lui valoir des problèmes. Raconte-nous. Alors, en fait, ce qui se passe... On va peut-être plutôt replacer les choses un petit peu dans le contexte, rappeler le contexte de ce qui se passe en Chine à l'heure actuelle. Et on reviendra peut-être au mail de Tim Cook après, parce qu'on verra que c'est plutôt une conséquence, finalement.
c'est que bon, la Chine, c'est un pays qui a connu une croissance à 2 chiffres, qui avait beaucoup de chance à ce niveau-là pendant de longues années, surtout pendant la période, on va dire, 2005 à 2010, où ils avaient une croissance annuelle de l'ordre de 10 à 15%. Et ça s'est bien calmé depuis. Et donc, en fait, les prévisions pour leur taux de croissance, c'était de tomber à 4 ou 5% annuel, mais à l'horizon 2020. Or, il se trouve que là, on est en 2015 et on est à... T'as remarqué. Voilà, donc avec 5 ans d'avance. Donc, en gros, ce qui se passe en ce moment pour schématiser, grossièrement, c'est comme si vous aviez un Airbus A380 et que subitement, au lieu d'atterrir sur une piste normale d'aéroport, on vous demande d'atterrir sur une piste d'aérodrome, quoi. Forcément, il y a des secousses et ça fait des dégâts. Et les premières secousses, c'est par exemple au niveau de l'indice de Shanghai. Qui depuis le 12 juin, date à laquelle il était son plus haut, entre le 12 juin et aujourd'hui, il a baissé d'environ 38%, dont rien que moins 8% hier par exemple. Oui. Voilà. Alors, bon, donc le contexte est, on le sait, est pas très bon. Mais on a l'impression de l'avoir un peu découvert depuis 8 jours, quoi. Hein. Non, en fait, voilà, mais on ne le découvre pas forcément depuis 8 jours, mais simplement, ça tombe en plein cœur de l'été quand peu de monde s'y intéresse. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un ami qui habite à Shenzhen et qui était de passage à Lyon début juillet, qui m'en parlait, parce qu'en Chine, il parlait déjà de ça là-bas, et il le sentait arriver. Et alors, donc, c'est un peu l'éclatement d'une bulle spéculative, si vous voulez, ce qui se passe avec l'indice de Shanghai, parce que sur un an, malgré la baisse qu'il y a eu depuis le mois de juin, on reste sur 43 et quelques % de hausse. Donc, c'est vous dire à quel point entre mars et juin, ça avait augmenté, c'était pas normal. C'est en train de dégonfler. Et le problème, c'est que comme Apple mise beaucoup sur la Chine, Tim Cook l'a encore rappelé lorsqu'ils ont présenté les résultats du T3 au mois de juillet. Troisième trimestre. Voilà, c'est ça, avec des résultats assez spectaculaires en Chine, où il a notamment précisé qu'ils allaient ouvrir c'est fait d'ailleurs, un 20e Apple Store, ils en ouvriront 20 de plus l'an prochain, donc en rappelant que la Chine allait devenir à très brève échéance, sans doute leur marché numéro 1, même devant les États-Unis. Donc Apple a beaucoup misé sur le marché chinois, et le problème c'est que là, avec ce qui se passe en Chine, il peut y avoir un effet boomerang. Et c'est ce qui explique que l'action Apple a fortement chuté hier à l'ouverture, jusqu'à ce que effectivement Tim Cook envoie ce mail. Je ne sais plus à qui il l'a envoyé parce que j'ai pas l'info sous les yeux. C'est Jim Cramer, je crois, qui est un analyste financier. Exactement. Ce qui a permis au final, parce que le mail a été rendu public, ça a permis finalement à l'action. Ça a permis à l'action, si vous voulez, de pas trop dévisser. En gros, et par rapport entre sa cotation à l'ouverture et sa cotation à la fermeture, le fait qu'elle n'ait pas trop dévissé, ça a permis d'une certaine manière d'économiser, entre grosses guillemets, parce que c'est plus compliqué que ça, 70 milliards de dollars. Bref, c'est pas le sujet. Le truc, c'est que oui, non, mais parce que c'est pas 70 milliards réels, c'est trop compliqué, là, on n'aurait pas le temps. Simplement, ce qu'il y a, c'est que ce qu'a fait Tim Cook, aux yeux de la loi, c'est illégal parce qu'Apple est une société cotée en bourse et que par conséquent, quand on donne ce genre d'infos entre deux annonces de résultats, à ce moment-là, on doit les donner à tous les actionnaires. Alors finalement, tous les actionnaires l'ont eu puisque le mail a été rendu public, mais dans la forme, c'est illégal et ça s'appelle du délit d'initié. Ouais. Alors après, est-ce que quelqu'un va réellement le poursuivre? Ça, j'y crois pas, mais bon. Enfin voilà, donc c'est chaud, c'est tendu et on sort à peine de la crise de 2008. Ce serait bien qu'on replonge pas tout de suite. Hein. Ce serait quand même. Le problème c'est que c'est pas nouveau quoi. Enfin la situation en Chine, ça allait très vite. La croissance était très rapide, mais on savait qu'à un moment ça risquait un peu de chauffer de leur côté, ce qu'elle veut dire. Et du coup là on est en plein dedans quoi. Ouais. Ça commence. D'autant qu'il y a une bulle immobilière en plus. Donc, oui voilà, il y a tout. Ouais. Et puis il y a eu un délit d'initié juste avant puisque vous avez vu que François Hollande et Angela Merkel ont aussi fait un communiqué la veille pour rassurer les marchés, hein, donc en disant que la Chine, certes, mais que ça pouvait bien se passer dans la zone euro quand même. Hein, donc, et du coup, les bourses se sont un peu reprises suite à cette annonce conjointe franco-allemande. Donc eux-mêmes étaient déjà en avance. Bon, on va changer de sujet, on va revenir au Mac. C'était dans The Verge, cette histoire de bourse? Oh, tu sors. Oh mon Dieu. Tu sors, allez. Alors oui, donc The Verge, c'est un site américain très connu. Hein. Merci beaucoup Gilles, tu peux nous quitter maintenant, merci.
Tu fais pomme cul. Voilà, c'est ça. On va faire un pomme cul sur Gilles. Petit détour par l'univers Microsoft. Ça intéresse tous ceux qui ont besoin de faire tourner Windows 10 sur un Mac. Qui veut nous parler de cette mise à jour importante? Guillaume, remets ton masque. Laquelle Celui de Dark Vador. Oh, bah, il y a Bootcamp. Alors, oui, il y a les pilotes de Bootcamp qui ont été mis à jour pour permettre d'installer Windows 10 sur son Mac, si on a envie de l'utiliser sur une partition dédiée. Ouais. Donc en fait, la mise à jour se fait par l'App Store directement et vous permet donc à partir de l'assistant Bootcamp, vous pouvez formater votre disque et puis installer Windows 10 dessus si vous avez vraiment rien d'autre à faire de votre journée. Voilà. Et voilà. Et puis voilà, c'est fait. Et puis je dis ça en l'ayant testé. Alors. Donc Windows 10 est sorti cet été, donc Microsoft a décidé de le fournir gratuitement aux utilisateurs de Windows 7 et Windows 8. On se demande pourquoi. Et en réalité, c'est pas un mauvais système à la base. Le souci, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'incohérences. Moi, l'interface, j'ai vu plein de trucs qui m'ont semblé un peu bizarroïdes. Alors même si Apple fait aussi des choses bizarroïdes, mais là, j'ai vraiment trouvé beaucoup. Ce qui est plus gênant, c'est que comme ils te forcent à utiliser un compte Microsoft même quand tu veux pas. Par exemple, si tu veux utiliser les nouvelles fonctions de Cortana, qui est l'équivalent de Siri chez Microsoft, t'as pas le choix, t'es obligé d'activer ton compte Microsoft, et en plus t'as des fonctions, des trucs sympathiques du style ton mot de passe de ton ordinateur devient forcément le mot de passe de ton compte Microsoft. T'as pas le choix, tu peux pas faire comme sur Mac, un mot de passe différent par ordinateur si t'as envie, plus après intégrer ton compte iCloud si t'as envie, t'es pas obligé d'utiliser iCloud. Là, tu veux activer la nouvelle fonction Cortana, t'as pas le choix, tu utilises ton compte Microsoft. Ça, c'est les petites choses qui m'ont gêné. Apparemment, surtout ce qui est gênant sur Windows 10, c'est qu'il y a beaucoup de communication vers l'extérieur et beaucoup de fonctions assez intrusives qu'il est carrément pas possible de désactiver. Donc ça, c'est plutôt moche. Ou alors, par exemple, tu peux le faire que si tu as un compte entreprise. Si tu as les versions entreprise, tu peux désactiver, mais si tu es un pauvre utilisateur, tu peux pas. Donc c'est moyen. Bon, juste, il y a une info importante quand même. Sébastien qui nous rappelle que en ce jour, Windows 95 fête ses 20 ans. Je pense qu'effectivement, il fallait le préciser. Hein, on aurait loupé une info importante. Gilles, tu prends cher sur Twitter, hein, fais gaffe. Hein. Trop puissant. Après, Laurent Frontalba qui pose la question quel intérêt Windows 10 sur un Mac, tu peux vouloir utiliser des applications Windows sur un Mac, c'est pas impossible. Il y a encore des applications qui ne tournent pas nativement sur OS 10 et on peut vouloir utiliser Windows 10 sur son Mac et ça tourne très bien. Moi, j'utilise pour faire tourner des jeux maintenant en virtualisation et ça, même les jeux un peu costauds tournent aujourd'hui en virtualisation avec une bonne carte vidéo. Alors juste parce que je te rappelle qu'on est sur une chaîne grand public avec une volonté constante de virtualisation, de vulgarisation. Qu'est-ce que c'est que la virtualisation ? Alors l'idée de la virtualisation, c'est d'utiliser un logiciel. Alors les deux plus connus, il y en a 3 connus aujourd'hui. Donc voilà, il y a VMware Fusion, il y a Parallels Desktop et il y a comment il s'appelle, le VirtualBox, qui est une solution qui est gratuite, ou VMware commerciale. Et VMware Fusion. Donc ces 3 logiciels permettent en fait de faire tourner Windows comme un programme de votre Mac. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de redémarrer votre ordinateur sur un autre système, parce que Bootcamp c'est bien, mais ça vous oblige à travailler sur votre Mac et puis après quand vous travaillez sur Windows, vous êtes obligé de redémarrer votre ordinateur sur Windows, et puis quand vous avez fini de travailler sur Windows, vous redémarrez sur le Mac. Là, en fait, avec un logiciel de virtualisation, vous faites tourner Windows dans un ordinateur virtuel qui tourne dans votre Mac. Donc, vous pouvez avoir un Windows dans une fenêtre qui tourne dans votre Mac, et ça marche super bien. Et aujourd'hui, les solutions de virtualisation sont utilisées dans un monde professionnel tous les jours, de façon intensive, et ce sont des solutions très puissantes. Et moi, j'utilise aujourd'hui, par exemple, typiquement, j'utilise la virtualisation pour des outils professionnels qui n'existent pas sur Mac parfois. Ça me permet de les faire tourner, même des logiciels costauds, style AutoCAD, logiciel de 3D, très connu, il peut tourner sur un Mac, j'ai des clients qui l'utilisent et ça tourne vraiment très bien. Donc ce sont des solutions qui sont pertinentes. Je m'en sers tout le temps. Ça marche très bien. Moi, j'utilise Parallels, mais j'ai essayé les autres. Et non seulement on l'utilise pour virtualiser Windows, et c'est vrai qu'on peut faire tourner des jeux, mais on peut faire tourner aussi des applis professionnelles lourdes du style AutoCAD ou même CATIA, donc, et ça tourne, qui sont des logiciels de 3D avec du rendu, etc. Mais on peut faire des trucs encore plus rigolos, c'est-à-dire qu'on peut virtualiser macOS 10 dans macOS 10. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un 10.10, vous pouvez avoir un 10.9 ou un
10.6 même, pour pouvoir faire des tests. On peut même avoir serveur forcément pour faire des tests avant de l'installer. Côté client, c'est uniquement la version 10.7 à partir de laquelle c'est accepté. Mais après, là, 17 jusqu'à 10.10, ça peut tourner. Même si vous voulez tester le prochain El Capitan, version 10.11, les logiciels par les desktops ou VMware Fusion vous permettent de l'installer dans une machine virtuelle. Donc en fait, c'est un fichier sur votre disque dur. Et le jour où vous avez envie de dire j'ai plus besoin de ce gros fichier sur mon disque, j'ai testé, ça me plaît pas, vous prenez le fichier, vous le mettez à la corbeille, vous effacez, c'est fini. Voilà. C'est exactement. C'est quelque chose de fantastique. Enfin, moi, j'utilise tous les jours et c'est vrai que la virtualisation, c'est un outil fantastique pour tester les logiciels, pour faire tourner plusieurs systèmes différents sur la même machine. Moi, je m'amusais des fois à faire tourner un Linux, un Windows, un Mac en même temps et ça tourne très bien. Ah, tu peux te moquer des gens qui n'ont rien d'autre à faire. Hein. Franchement, je te félicite. Après, c'est l'usage professionnel, hein, cher ami. C'est vrai, non, mais bien sûr, mais on plaisante. Je me doute bien, c'est la productivité. Pour être tout à fait juste. Non, mais un truc tout bête, tu veux tester des problèmes de compatibilité. Qui sont utilisés massivement en entreprise, de faire tourner plusieurs systèmes sur une seule machine. Bien sûr. Il nous reste 4 minutes, les amis, donc on va pas pouvoir évidemment tout aborder. Je vous fais pas un dessin. Si on répond par oui et non. Voilà, absolument. On peut faire un oui/non simplement. Parfois, c'est difficile, vous allez le voir. C'est l'heure du Proust. Notamment avec cette info, c'est toi qui nous l'a signalé, Gilles. Et ça intéresse Élie au premier plan. C'est le départ d'un nouvel ingénieur de chez Tesla. C'est qui rejoint Apple. Le 7e. Ouais, donc ça, en quelques semaines. Ça conforte vraiment cette idée qu'Apple est en train de travailler sur une voiture. Alors c'est le timing qui pose problème, dans la mesure où, en général, ce genre de fuite est plus ou moins organisé ou autorisé, et en général, c'est 3-4 ans avant la sortie d'un produit, pour attirer les talents. Et on l'a vu pour l'iPhone, on l'a vu pour l'iPad, etc. Là, c'est très tôt, puisqu'on a parlé de 2020 pour une sortie de la voiture. La question était de savoir pourquoi, et une des pistes, c'est la guerre que se livrent les Tesla, que connaît bien Élie, et Apple, pour attirer les meilleurs cerveaux chez eux pour travailler sur leur propre modèle de voitures qui ne seront pas comme actuellement des voitures ordinaires dans lesquelles on s'est contenté de remplacer la batterie, de remplacer le moteur et l'essence par des batteries et un alternateur. Là, il faut repenser totalement la voiture en fonction de l'autonomie et des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique. Donc, il faut vraiment repenser, réinventer la voiture comme ça peut être le cas pour le téléphone ou l'ordinateur ou la tablette. En fait, la guerre, elle se porte sur une fonction particulière de cette voiture qui sera probablement électrique, qui est la conduite autonome, la conduite automatique, dont on parle beaucoup en ce moment, puisque même la législation française va évoluer dans ce sens le mois prochain. Tout le monde veut une voiture qui se conduise toute seule. Évidemment, Google travaille dessus, et dès que Google travaille sur un projet, Apple, ça les chatouille. Hein. Ça, c'est depuis l'époque de Steve Jobs. Et donc, les derniers ingénieurs qu'Apple a piqués à Tesla travaillent sur le projet de pilotage automatique de la voiture. Alors, donc, il y a différents stades. Hein. Il y a 5 stades dans la conduite autonome. Le stade 5 étant, vous ne regardez pas la route, vous pouvez vous tourner le dos à la route et la voiture se conduit toute seule. Et ça, on en est loin. Ouais. Je pense qu'il faudra au moins 10 ans à 15 ans pour arriver là, même si Mercedes l'a présenté au CES l'an dernier. Mais en tout cas, Tesla travaille, et le projet est en bêta privé pour l'instant et va être en bêta public un peu plus tard dans l'année, sur un système où la voiture non seulement est capable de suivre une voiture devant, freiner et accélérer, mais de tourner le volant, c'est-à-dire que c'est vraiment en fonction de caméras et des traits sur la route, la voiture est capable de conduire toute seule, mais Tesla demande aux utilisateurs de rester bien sûr attentifs et vigilants. Ouais. Et il y a un mécanisme qui est en cours de test qui permet de vérifier que l'utilisateur
suis et attentif à la route. Voilà, on va devoir s'arrêter là. Je suis désolé les amis, mais on arrive au bout. Je sais. Envoyez-moi vos sifflets. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est passé beaucoup trop vite, mais c'était vraiment très très bien. Comme dit Sébastien, ce premier épisode est cultissime et ça promet pour. C'est sûr qu'une émission où tu vois à la fois les mignons et Dark Vador, c'est quand même pas. Voilà. On se prend un procès direct, dis donc. Alors j'ai 3 choses à vous dire. La première, c'est qu'évidemment on se retrouve la semaine prochaine, mardi 20h pour la première diffusion et on sera à nouveau en direct. La deuxième, c'est que Keynote le 9 septembre, on sera évidemment avec vous pour la vivre en intégralité en temps réel sur Watch TV. Et la troisième, qui est très importante, c'est que on vous donne un rendez-vous qui est dans une grosse heure, 22h, première diffusion de la nouvelle émission de Watch consacrée au cinéma. Elle s'appelle Ciné-Watch. On accueille d'ailleurs Geoffrey Chavance, qui est un nouveau visage de Watch. Et vous allez avoir tous les mardis à 22h le tour complet des films qui sortent en salle le mercredi avec toutes les bandes annonces, les extraits et puis en plateau des journalistes des grands médias spécialisés dans le cinéma et des blogueurs. Donc vous allez voir, c'est une émission dont on est très très fiers, on est très heureux. Très heureux qu'elle arrive. De Guillaume alors. Voilà, exactement. Rendez-vous donc à 22h le mardi pour la première diffusion de Ciné-Watch. À la semaine prochaine les amis. Merci d'avoir été là. Je vous salue tous les 4 et passez une très très bonne soirée, une très bonne journée sur Watch TV où les programmes continuent. Salut à tous.